Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte, Dr Mab, et aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté du Vieux-Port de Montréal pour parler du quai de la Tour de l'Horloge. Vous le savez, Montréal est rempli de fantômes, d'où les capsules que nous vous présentons chaque deux samedis en anglais et en français. Pour en savoir plus sur Montréal Hanté et sur ses activités, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Le quai de l'Horloge est une destination touristique populaire dans le Vieux-Port de Montréal, surtout depuis qu'une plage urbaine y a été installée en 2012. Surplombant le mortel courant Sainte-Marie, c'est un endroit idéal pour passer un après-midi ensoleillé sur le rivage. Cependant, plusieurs personnes ont repéré des traces de pas mouillés sur le quai, même les jours les plus chauds où l'eau s'évapore très vite. Alors que le soleil tape sur la chaussée, les empreintes humides restent sans s'évaporer, déconcertant les touristes qui les observent. Ces empreintes paranormales pourraient-elles être liées à une catastrophe maritime survenue dans le passé lointain? L'île de Montréal accueille des installations maritimes et portuaires depuis que les ancêtres de l'actuel peuple mohawk l'ont colonisée il y a 8000 ans. L'île étant entourée de rapides, il fut nécessaire d'établir des zones d'accostage sécuritaires dans ces eaux dangereuses. Au début de la colonie française, en 1642, les installations étaient très rudimentaires. Les quais en bois le long du rivage ne pouvaient pas servir de port aux plus gros navires. Pour pallier cette situation, de plus petites barques étaient mises à l'eau pour amener les passagers et marchandises sur le rivage. Après la conquête britannique de 1760, des plans furent élaborés pour une expansion majeure du port. En 1830, la Commission du Havre de Montréal se lançait dans la mise en œuvre d'un plan de 20 ans visant à développer un port de classe mondiale où les grands navires pourraient accoster. Des bateaux à aubes commencèrent à assurer le service passager entre Montréal et Québec, le quai Victoria de Montréal étant utilisé pour l'embarquement et le débarquement des passagers. Après la Première Guerre mondiale, l'ingénieur montréalais Paul Leclerc conçut la Tour de l'Horloge. Construite entre 1919 et 1922 et d'une hauteur de 45 mètres, elle marque l'entrée du port et sert également de monument commémoratif aux marins disparus en mer en temps de guerre. Dès son achèvement, le quai fut rebaptisé quai de la Tour de l'Horloge. Très prisé des touristes qui peuvent en atteindre le sommet par un escalier jusqu'à un pont d'observation offrant une vue imprenable du fleuve, le site fut amélioré en 2012 avec l'ajout d'une plage urbaine. Si la baignade est interdite en raison des courants mortels, les visiteurs peuvent profiter d'une plage de sable et se détendre sous des parasols bleus. Un touriste américain nommé Billy Iseriff visita la plage de la Tour de l'Horloge en juillet 2021 et il fut impressionné. C'est l'endroit idéal pour passer l'après-midi à bronzer tout en regardant les bateaux sur le fleuve. La seule chose bizarre était une série d'empreintes de pas humides sur le quai que j'ai remarqué en approchant de la plage. Il faisait très chaud et je savais que la baignade était interdite. Je me suis donc demandé d'où elle venait. Ce qui était encore plus étrange, c'est que les mêmes empreintes étaient toujours là après l'après-midi passé à me prélasser sur la plage. J'ai essayé d'en éponger une avec ma serviette, mais elle est réapparue quelques secondes plus tard. Iseriff n'est que l'un des nombreux visiteurs qui, au fil des ans, ont repéré ces empreintes humides sur le quai, ce qui donna lieu à des spéculations sur l'existence d'un phénomène paranormal. Après avoir entendu parler de ce mystère, une médium basée à Montréal décida de visiter le quai pour voir si elle pouvait déterminer l'origine de cette manifestation. Après de nombreuses interrogations sur le site et une intense méditation, une date lui vint à l'esprit, le samedi 27 juin 1857. Selon la Gazette de Montréal,
La scène sur le rivage à Montréal ce même samedi matin était horrible. 12 petits-enfants gisaient blottis dans la mort sur le pont du Vapeur de Napoléon. À leur côté se trouvaient les corps d'un jeune homme, d'une adolescente et de 2 femmes usées par le labeur du monde, des mères de fortune. La veille, la pire catastrophe maritime de l'histoire du pays s'était produite. Plus de 250 personnes, la plupart des immigrants écossais, avaient péri en amont de la ville de Québec, à Cap-Rouge. Leur voyage avait commencé le 18 mai, alors qu'ils embarquèrent sur le John Mackenzie à Greenock, en Écosse. Plus de 330 immigrants, dont des mécaniciens, fermiers, tisserands et autres professionnels, se dirigeaient vers Québec et plus loin. Accompagnés de leurs familles, ces immigrants espéraient refaire leur vie de l'autre côté de l'océan Atlantique. Après un dur voyage, le John Mackenzie arriva à Québec le 25 juin, où les passagers débarquèrent et se logèrent pour la nuit. Le lendemain, environ 250 d'entre eux montèrent à bord du Vapeur à Aube Montréal, à 16 heures à destination de Montréal, en amont du fleuve. D'autres restèrent à Québec ou prirent le train pour Montréal. Le Montréal quitta à l'heure prévue avec le capitaine J.C. Rudolph à la barre et 300 passagers. 1 heure plus tard environ, Rudolph repéra le Vapeur Napoléon devant lui à Cap-Rouge. Même si le Montréal était un vieux navire qui avait déjà connu des incendies de moteur, le capitaine donna à l'équipage d'ajouter du carburant dans les chaudières pour tenter de dépasser le Napoléon. Ce genre de course n'était pas rare par bravade ou pour économiser du temps et de l'argent à la compagnie. La salle des machines du Montréal surchauffa dangereusement et 2 petits incendies se déclarèrent. Un membre de l'équipage les éteignit avec un seau d'eau, mais en quelques secondes, un 3e foyer prit feu, beaucoup plus important. En quelques minutes, le navire tout entier fut la proie des flammes. Le capitaine tenta de diriger le navire vers la rive pour donner à ses passagers une meilleure chance de survie. Cependant, le navire heurta un rocher à environ 250 mètres de la rive. Le Montréal commença à se disloquer tandis que le brasier faisait rage. Les passagers commencèrent à se jeter dans les eaux profondes et rapides, beaucoup d'entre eux la proie des flammes. Comme la plupart d'entre eux ne savaient pas nager, ils étaient condamnés à se noyer dans les remous du Saint-Laurent. Certains furent même tués, frappés par des morceaux de bois jetés par-dessus bord, dans l'espoir de leur donner de quoi s'accrocher, une bouée de sauvetage dans le fleuve. Le Napoléon fit immédiatement demi-tour et essaya de sauver autant de passagers que possible en lançant des cordes et en mettant à l'eau son canot de sauvetage. Une femme originaire d'Édimbourg, Margaret Bloomfield, réussit à s'accrocher d'une main à une de ses cordes. Au cours de l'incendie, elle avait perdu 2 de ses enfants, âgés de 11 et 5 ans. Cependant, elle put en sauver 2 autres, âgés de 1 et 9 ans. Elle réussit à maintenir l'une de ses filles hors de l'eau de l'autre main et utilisa ses dents pour raccrocher aux vêtements de son autre enfant. Selon la Gazette, la charge était si lourde que 2 de ses dents ont cédé et ont été perdues, mais elle a quand même conservé sa prise. Au total, plus de 250 personnes se noyèrent et environ 50 autres furent secourues par le Napoléon. Pendant ce temps, le capitaine Rodolphe nagea jusqu'à un autre bateau à vapeur, l'Alliance, qui le secourut. L'Alliance recueillit également des dizaines de cadavres gonflés flottant dans le fleuve près de Cap-Rouge, dont des hommes, des femmes et des enfants. Si le cimetière Mount Hermon à Québec reçut la plupart des corps pour inhumation, le cimetière Mont-Royal fit aussi don d'une parcelle pour enterrer plusieurs victimes du naufrage à Montréal. Le propriétaire du navire, John Wilson, fit l'objet d'un examen minutieux à la suite de la tragédie. Plus tôt dans la saison, les assureurs du vapeur l'avaient condamné et avaient refusé de continuer à l'assurer. Avec un long historique d'incendies de chaudière, les assureurs avaient tout simplement jugé que le bateau à vapeur déglingué n'était plus en état de naviguer. Cependant, Wilson continua à lui faire effectuer des trajets quotidiens entre Québec et Montréal.
Les procureurs intentèrent un procès à l'impudent capitaine Rodolphe, mais le juge finit par l'acquitter. 1 an plus tard, il était de retour sur le fleuve, bien qu'ayant causé la mort de bon nombre de personnes en prenant la décision insensée de tenter de dépasser le Napoléon à bord de son navire déglingué. La plupart des immigrants écossais qui survécurent rentrèrent chez eux en Écosse, des êtres brisés dont les rêves avaient été détruits. Les familles étaient ruinées et les survivants étaient anéantis. Les empreintes humides et paranormales que l'on retrouve si souvent sur le quai de la Tour de l'Horloge sont-elles liées à cette catastrophe et tragédie maritime? Et vous, avez-vous vu ces étranges empreintes sur le quai de la Tour de l'Horloge? Si oui, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.